Bien, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde a trouvé une place. Nous allons donc pouvoir commencer. Je vous souhaite la bienvenue au nom du président de la Bibliothèque nationale de France, Bruno Racine, et également au nom du directeur du département Sciences et Techniques, Hervé Colin-Mer, dont je suis l'adjointe, mais malheureusement il ne peut pas être avec nous ce soir. Voilà, donc il s'agit de la dernière conférence, du cycle, en tout cas du cycle 2010, et nous espérons qu'il y en aura d'autres en 2011. Donc je laisse la parole à Martin Andler qui va nous présenter le conférencier de ce soir. Merci encore une fois à la BNF de nous accueillir dans ce très bel amphithéâtre. Donc c'est la dernière conférence du 6e cycle de conférences Un texte, un mathématicien. Il y en aura presque certainement un autre l'an prochain. J'ai le plaisir d'accueillir Cédric Villani. Donc Cédric Villani, à ma gauche, est professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Il est depuis l'été dernier directeur de l'Institut Henri Poincaré à Paris. C'est un jeune, comme vous pouvez le voir, un jeune et très brillant mathématicien qui est un petit peu un multi-récidiviste de prix et de médailles. Il a eu toute une série de prix et de médailles ces dernières années qui attestent le fait qu'il est extrêmement reconnu comme mathématicien dans son domaine de spécialité. J'ajoute une petite touche personnelle, mais c'est plutôt à ma gloire qu'à la sienne, c'est qu'il a été, il y a quelques années, mon étudiant. Et je suis tombé récemment dans mon ordinateur et il avait eu 16 à son examen. Voilà, donc je lui laisse tout de suite la parole. Merci Martin pour cette présentation. C'est un grand plaisir d'être ici, devant vous. Le titre de mon exposé, Les prodigieux théorèmes de M. Nash, en mettant au point ce titre avec la complicité de Martin Andler, j'avais en tête de donner l'impression d'un bonimenteur qui cherche à attirer son public, qui fait de la retape, de la réclame pour un numéro de précéditation, un magicien qui présente un tour incroyable, quelque chose qui défie l'imagination. Les théorèmes auxquels on ne croit pas trop, qui semblent incroyables, d'un mystérieux monsieur Nash. Juste là, dans la loge, je voyais une affiche d'une rétrospective cinéma intitulée « L'étrange monsieur Grémillon ». C'est un peu le même genre d'effet, de ce thé en tout cas. Et c'est bien l'impression d'impossibilité qui caractérise la lecture de certains des articles de Nash. Misha Gromov l'a bien résumé dans une interview assez récente où il parle de travaux de Nash qu'il lisait quand il était étudiant. Cela ne pouvait pas être vrai et c'était vrai. Et il décrit de manière imagée comment son professeur lui donne à lire un article de Nash. Il lui dit « ça n'a pas de sens, c'est impossible ». « Mais si, relis l'article, tu vas voir. » « Mais c'est pas possible, ça n'a pas de sens. » Gromov travaille encore et finit par se rendre à l'évidence. C'est bien vrai. Gromov est maintenant l'un des très grands mathématiciens de notre temps, un des géomètres les plus célèbres de notre époque. Et en tout cas, il raconte son émerveillement, sa stupeur devant ces résultats de Nash. Je vais essayer d'en faire sentir un petit peu de cette stupeur aujourd'hui. Et je vais commencer par nous replonger dans la vie de Nash avec une petite biographie. Nash n'est pas un inconnu pour les fidèles de ce cycle de conférences. Il en a déjà été question auparavant dans l'exposé d'Ivar Eklund. J'expliquerai tout à l'heure en quelques mots pourquoi je voulais reparler de Nash. En quelques mots donc, Nash naît en 1928 en Virginie, aux États-Unis. Très tôt, il manifeste un goût pour les sciences, l'ingénierie. Son père est ingénieur. Il se livre en particulier à des expériences dangereuses en chimie. Il commence des études de chimie à Pittsburgh et puis assez vite, il change de camp et il se convertit aux mathématiques, où il s'avère exceptionnellement doué. En 1948, il entre à Princeton, l'un des bastions, l'un des hauts lieux de la science dans le monde, en particulier en mathématiques et en physique. Et c'est là qu'il prépare sa thèse, où il introduit la notion maintenant fameuse d'équilibre de Nash, notion de théorie des jeux devenue universelle en économie et maintenant en biologie des populations. C'est le début d'une carrière fulgurante, carrière mathématique de premier ordre, qu'il accomplira en partie au MIT à Boston, au Courant Institute à New York, à Princeton, un peu au sud de New York. Et il démontre en particulier ces grands théorèmes de plongement et de continuité qui font sa renommée, sa légende dans le milieu mathématicien. Ça, c'est la partie heureuse, si l'on veut, ou du moins qui brille. Arrive la partie sombre. En 1959, Nash
subit une attaque de schizophrénie paranoïde aiguë. Disons qu'il a des hallucinations, complexe de persécution. Et il va connaître la torture dans les hôpitaux psychiatriques. Ça dure presque 30 ans, avec des rémissions de ci, de là. Le plus extraordinaire étant qu'il arrive encore au cours des rémissions à faire des articles de mathématiques de très haut niveau. Mais c'est que vers 1990 qu'il émerge doucement et essentiellement spontanément de cette folie. Quelques années plus tard, alors qu'il est bien guéri, il reçoit le prix Nobel d'économie pour les travaux qu'il a effectués durant sa thèse, 45 ans plus tôt. John Nash est toujours vivant à Princeton actuellement. Petite carte, si vous voulez bien, des États-Unis, pour mettre des lieux sur les emplacements que j'ai cités. Sa naissance en Virginie, ses études à Pittsburgh, Princeton ici, où il a fait sa thèse, le séjour à Boston au MIT, et puis le retour à New York, Princeton, en 1956, dont il sera question en particulier dans cet exposé. Pourquoi un nouvel exposé sur Nash? Bon, d'abord, évidemment, le public n'est pas le même, une bonne partie, j'imagine, a été renouvelée, mais ce qui m'a poussé à le faire en particulier, c'est ce paradoxe bien connu de ceux qui apprécient Nash. Nash est surtout connu pour ses travaux en théorie des jeux, ce qui lui a valu le prix Nobel. Et si on essaye d'estimer, je dirais qu'en gros 95% de la reconnaissance de Nash vient de ses travaux en théorie des jeux. 95%, c'est basé en partie sur des impressions subjectives, en partie sur des recherches Internet. Quand on parle de Nash scientifiquement, je dirais 95 fois sur 100, c'est en rapport avec ces notions de théorie des jeux, équilibre de Nash. Mais pour les mathématiciens, c'est pas forcément ça qu'il a fait de plus extraordinaire. Alors ça dépend du point de vue, mais quand Milnor, un de ses collègues, a écrit un article de présentation du prix Nobel de Nash pour ses pairs, il commence en disant « Pour beaucoup de mathématiciens, ce pourquoi il a reçu le prix Nobel est le moindre de ses accomplissements. » Ça paraît quand même incroyable. Le moindre de ses accomplissements est quand même un prix Nobel. Là, il y a un paradoxe. Certains disent que Nash est le plus grand analyste du siècle. Je reviendrai plus tard sur ce que veut dire analyste, mais en tout cas un des grands mathématiciens. Et quand ils disent ça, ils ne pensent pas du tout à ses travaux sur la théorie des jeux. Gromov nous dit combiner une extrême puissance analytique avec l'intuition géométrique. Et Gromov ajoute, toujours dans cette interview, ce que Nash a fait en analyse et en géométrie est plus fort de plusieurs ordres de grandeur que ce qu'il a fait en économie. Alors, nous avons ici une situation paradoxale, bien connue, une situation qui semble un peu injuste, qu'on oublie souvent quand on présente Nash, ses travaux en analyse, et qu'on parle le plus souvent de ses travaux en théorie des jeux. Et c'était une injustice que je me sentais devoir réparer. Donc les objectifs dans cet exposé, faire un petit coup de projecteur sur une période plus mystérieuse de son œuvre. Pas la théorie des jeux, plus mystérieuse au sens où c'est quelque chose qui est plus difficile à expliquer, plus difficile à partager. Et puis cette question qui va revenir, qu'est-ce qui fait la valeur d'un résultat mathématique? Est-ce que c'est son utilité? Est-ce que c'est sa force? Est-ce que c'est la surprise? Est-ce que c'est le caractère inattendu du résultat? Qu'est-ce qui fait qu'un résultat mathématique est beau ou fort ou puissant? Celle-ci va nous permettre d'entrer dans les coulisses d'un des articles mathématiques les plus célèbres et dramatiques du XXe siècle. En fait, le dernier article écrit par Nash avant de basculer dans la folie. Et l'histoire ici va commencer en 1956. À gauche, John Nash. Vous voyez ici une photo prise vers cette période sur une plage californienne. Vous constatez qu'il a une belle allure, il n'a pas beaucoup à envier, sa carrière n'a pas beaucoup envié à celle de Russell Crowe, qu'il interprétera à l'écran 45 ans plus tard dans un film à succès. Il arrive au Courant Institute, il revient de Boston. Courant Institute, un haut lieu à l'époque des mathématiques appliquées, comme on l'appelait. Et quand il arrive, ce n'est pas du tout un inconnu, sa légende l'a déjà précédé. Beaucoup de ses collègues sont très excités à l'idée de le rencontrer, ses nouveaux collègues, et en particulier Louis Nirenberg, déjà un mathématicien très reconnu, est impatient de discuter avec lui, il a un problème pour lui. Voilà un problème qui le tourmente et que peut-être Nash saura résoudre. Pourquoi lui plus que tout autre? On va voir. Donc je vais commencer à faire ici un long flashback, si vous me permettez, un retour en arrière à partir de cette période et expliquer ce que Nash a fait avant de venir ici, pourquoi il est célèbre, qu'est-ce qui fait que Nirenberg pense que c'est l'homme de la situation. Et après, je reparlerai de cette interaction avec Nirenberg et de ce qui en a suivi. Ce qui a rendu Nash célèbre en particulier, c'est ce théorème de plongement isométrique. Plongement, comme quand vous plongez un objet dans un bain, dans un liquide, dans un fluide, isométrique qui préserve les distances égales, isométriques.
Alors, pour expliquer le problème, c'est un problème de géométrie, imaginons comment on se représente la Terre. Ceci est une vieille représentation de la Terre, ancienne disons, et pendant très très longtemps, jusqu'à récemment, la seule façon qu'on avait de connaître la Terre, c'est de l'explorer. On marche à travers la Terre, on voyage, on calcule les distances, des angles, et on dresse ainsi une carte de la Terre, basée sur notre expérience propre, sur nous qui avançons, à la surface de la Terre. Et puis un jour, l'homme a pu aller dans l'espace, on a vu de loin la Terre, si on veut, on s'est bien rendu compte de ce qu'on savait déjà par d'autres moyens, on s'est rendu compte visuellement que la Terre, c'est comme une sphère plongée dans l'espace. Ici, imaginez l'idée de plongement. La Terre, vous pouvez la voir comme cette surface qui nous est habituelle, qu'on voit au quotidien, ou bien la surface d'une sphère plongée dans l'espace, que cet espace soit matérialisé ou pas. Et la géométrie de l'espace, elle est très simple. Oubliant la relativité d'Einstein et ce genre de choses, en première approximation, c'est la géométrie euclidienne telle qu'on en a l'habitude, la géométrie dans l'espace, comme on dit. Donc ici, on a une représentation qui est somme toute assez simple. Ici, quelque chose qui peut être très compliqué. Et de fait, la géométrie, la science de la mesure sur la Terre, a réservé beaucoup de surprises et été l'objet de controverses. Je vais l'illustrer avec une qui a fait couler beaucoup d'encre en son temps, la recherche de la Qibla. En religion islamique, comme vous savez sans doute, on est censé autant que possible se tourner vers la Mecque pour prier. Question, quelle est la direction de la Mecque? Alors, c'était un sujet important. À l'époque, pendant très longtemps, ça se faisait par l'art. C'était tout un art de calculer ça. Maintenant arrivent des outils sur Internet. Voici Qibla Locator, qui vous permet de localiser à partir de n'importe quelle position la direction de la Mecque. Alors, élargissons l'échelle. Voilà, à partir de la France, on voit bien ici la direction de la Mecque, franchement sud-est. Déplaçons-nous dans cette direction, justement. Voilà. On arrive à notre destination. D'accord? Alors, jusqu'ici, rien de spécial. Quand on a commencé à construire des mosquées très à l'ouest, et en particulier aux États-Unis, quelque chose d'extraordinaire est apparu. Regardez ici, ça c'est la direction de la Mecque, vous voyez, c'est curieux. Maintenant, ça pointe horizontalement, c'est ce dont on a l'impression. Et quand j'arrive aux États-Unis, je pointe vers le nord. Grand débat. Oui, alors, faites pas attention aux demandes de chat en attente et à tout ce qu'on veut qui est autour. Évidemment, tout le spam qu'on peut imaginer. Donc, concentrez-vous là-dessus. Et observez ce phénomène incroyable. Je suis ici, dans le New Hampshire ou qui sait où, je veux construire une mosquée. La Mecque, on le sait bien, est au sud, et pour me diriger vers la Mecque, je dois pointer vers le nord. Alors ça a été toute une affaire. Les ambassades sont intervenues, est-ce qu'il y a une erreur dans les calculs? Mais non, on recommence les calculs, mais oui, c'est bien vers le nord, je vous le dis, ainsi de suite. Non, je ne veux pas y croire. Forcément, il faut aller vers le sud. Bon. Et évidemment, ce genre de complications, il vient du fait qu'on est dans une géométrie non triviale, une géométrie sphérique, justement. À partir du moment où on a cette image, cette représentation plane de la Terre, évidemment, les trajectoires les plus courtes, les trajectoires géodésiques, comme on dit, le plus court chemin d'un point à un autre, ce n'est pas des lignes droites, c'est des lignes compliquées. Mais si on a cette représentation plongée de la Terre comme une sphère dans l'espace, ça devient très simple. Vous imaginez bien, pour avoir le plus court chemin, je prends un bout de ficelle, je l'accroche ici sur la position de la Mecque, là, j'accroche l'autre bout ici, aux États-Unis, et je regarde, ça me tracera la courbe. Une vision beaucoup plus simple, en somme, cette vision plongée. Dans l'histoire de la géométrie, on est passé graduellement d'une vision plongée à une vision abstraite. Alors, grossièrement, on commence il y a très longtemps avec la géométrie à l'Euclide, les triangles, des angles, des polygones ou ce que vous voulez. Et puis un jour, on s'intéresse à la géométrie sur une sphère, géométrie sphérique. Et on étudie les propriétés des triangles sur une sphère, les angles, la somme des angles n'est pas égale à 180 degrés, etc. Et puis, on peut aussi étudier la géométrie sur des surfaces plus compliquées. Voici un exemple. On peut imaginer, pour avoir le plus court chemin d'un point à un autre, je prends une ficelle, et pareil, ou un élastique, je l'accroche à un endroit, je l'accroche à un autre endroit, et la courbe tracée sur cette surface sera la géodésique, le plus court chemin. Mais encore là, j'ai ces deux points de vue possibles. Je peux m'intéresser à cette surface d'un point de vue intrinsèque,
où je l'explore seulement en regardant ce qui se passe à la surface, en me déplaçant dessus, en l'explorant comme j'explorerais la Terre, ou le point de vue plongé, où je la regarde de l'extérieur. Et ici, vous avez par exemple la surface qui est représentée, ici le plan tangent, un plan qui caresse la surface. Le plan, c'est l'ensemble de toutes les vitesses que je peux obtenir quand je me déplace sur la surface. C'est d'ailleurs Martin Andler qui m'expliquait ça quand j'étais élève à l'École normale supérieure. Définition abstraite du plan tangent. Et on peut très bien définir une géométrie intrinsèque en ne jamais sortant de cette surface. Mais on peut aussi s'intéresser à la troisième direction, ici, ce vecteur normal qui est indiqué ici, qui nous permet de sortir et de voir que cette surface, elle est plongée dans une géométrie simple, une géométrie euclidienne. Au XIXe siècle, on découvre de nouvelles géométries, pas seulement la géométrie sphérique ou la géométrie que je vous ai montrée tout à l'heure, mais en particulier la célèbre géométrie hyperbolique, ou géométrie de Gauss, ou géométrie de Lobachevsky, elle a plusieurs noms. Je ne vais pas définir la géométrie, mais montrer certaines de ses propriétés. Imaginez que l'espace géométrique est l'intérieur de ce disque, et ici, ces courbes qui sont tracées, ce sont les chemins les plus courts pour aller d'un point à un autre, ce sont l'équivalent des droites, des géodésiques. Certaines sont des arcs de cercle, d'autres des vraies droites. Ici, l'espace hyperbolique, vous avez une représentation de ce qui arrive quand on le fait tourner, mais par des transformations isométriques. À chaque instant, je déforme l'espace tout en le conservant identique à lui-même. Dans l'espace euclidien, ce serait une rotation classique. On fait tourner les objets. Ici, ce n'est pas vraiment une rotation. Il y a un point qui est fixé. Il se passe des choses incroyables. Si vous regardez ce qu'il advient d'un point que vous suivez, vous voyez qu'il se passe des choses étonnantes. Mais pourtant, cette transformation conserve les distances de la géométrie hyperbolique. C'est une isométrie. Et les distances, en particulier dans cette géométrie hyperbolique, varient d'un point à un autre. Tous les poissons représentés ici, dans cette figure d'artiste, ont la même longueur mesurée en géométrie hyperbolique. Celui-ci paraît beaucoup plus petit, mais c'est parce qu'il est à un endroit où on mesure les longueurs de manière beaucoup plus grande. Et l'espace en particulier est infini. S'il laissait atteindre le bord, je n'y arriverai jamais parce que plus je m'approche du bord, plus je serai obligé de ralentir. Ça, ce sont les propriétés étranges de la géométrie hyperbolique. Et on peut définir cette géométrie et la mener, la développer comme la géométrie euclidienne. C'est ainsi que l'avaient bien compris Gauss et d'autres. Riemann a bouleversé la géométrie en la rendant complètement intrinsèque et abstraite. C'est de lui que date ce changement de point de vue. Pour Gauss hésitait justement. Une des raisons pour lesquelles il n'a pas publié ses résultats, c'est parce qu'il se demandait si on pouvait vraiment appeler ça une géométrie. Parce que ce n'était pas plongé, justement. Riemann est arrivé et a dit « laissons tomber l'histoire de la géométrie plongée, prenons en définition la géométrie de manière intrinsèque. J'ai un espace géométrique et je définis en chaque point des distances et des longueurs. » Et c'est ce qu'on appelle maintenant la notion de variété riemannienne. Je ne donne pas de définition précise, mais l'idée est celle que je vous ai donnée. Cette définition abstraite englobe en particulier la géométrie hyperbolique et de nombreuses géométries. Mais toujours une question qui se pose, chaque fois que vous introduisez un concept plus abstrait et plus général, est-ce qu'il est vraiment plus général que la notion de géométrie plongée? Ou est-ce que n'importe quelle géométrie définie au sens de Riemann pourrait en fait se représenter comme une géométrie plongée, a priori plus simple? Par exemple, prenons l'espace hyperbolique. On le définit de manière intrinsèque, mais peut-être qu'il aussi correspond à un objet plongé, de la même façon qu'une sphère pour la géométrie sphérique. Il y a de nombreuses tentatives. L'une est cette espèce de tricot hyperbolique. Vous pouvez trouver des images sur Internet, où on essaie de construire une surface de tissu qui aurait les mêmes propriétés géométriques que l'espace hyperbolique. Ceci est un petit bout, et il faudrait continuer. Très vite, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à continuer. Ça, c'est le genre de figure qui fascine les couturiers, soit dit en passant. Vous observez la ressemblance avec une feuille de salade frisée ou quelque chose comme ça. Ce sont des formes qui se retrouvent dans la nature. Autre tentative, ce qu'on appelle la pseudosphère, qui est quelque chose comme le contraire d'une sphère, si on veut. Et la géométrie de cette pseudosphère, ici, reproduit la géométrie de l'espace hyperbolique, du moins un petit bout ici reproduit la géométrie hyperbolique. Mais ce n'est pas une vraie surface au sens où on l'entend habituellement, parce que vous voyez ici cette crête, cette arête. En ces points, sur cette arête, la géométrie n'est pas bien définie. Même chose ici pour cette magnifique surface, dite surface de Kuhn, dont la géométrie localement est hyperbolique. Vous voyez ici des crêtes. Ça, c'est le genre de modèle pédagogique qu'on trouve par centaines à l'Institut Henri Poincaré, pour illustrer ce genre de choses, justement. Hilbert montre précisément qu'on ne peut pas plonger l'espace hyperbolique. Le plan hyperbolique, j'essaie de le plonger, de le représenter comme un sous-ensemble de l'espace euclidien, ça ne marche pas. Sous certaines conditions, ça ne marche pas. Mais pourquoi rester à 3 dimensions? Blanusa, plus tard, montre qu'on peut
plonger l'espace hyperbolique pourvu qu'on se place dans un espace assez grand. Un espace à 6 dimensions. Alors, qu'est-ce que c'est 6 dimensions? On a l'habitude des 3 dimensions. 4e dimension, parfois on dit que c'est le temps, ça peut être autre chose. Des fois, dans les nouvelles théories physiques, on parle de 6, 10, 28 dimensions ou qui sait quoi. En tout cas, dans un espace à 6 dimensions, on pourrait plonger cette géométrie hyperbolique. Dans un espace euclidien, donc, plus large que l'espace dont nous avons l'habitude. Question, en est-il de même de n'importe quelle géométrie, hyperbolique ou pas? Je prends une géométrie riemannienne, est-ce que je peux la plonger? Et ça, c'est le problème que Nash s'est posé quand il était au MIT. Comment il se l'est posé? Un de ses collègues, un jour, lui a dit, en gros ça, « Si tu es si bon, pourquoi ne résous-tu pas le problème du plongement isométrique ?» Ce jour-là, Nash avait été tellement insupportable, parce qu'il était très vantard, très bravache, je suis un génie, et je suis très fort, et j'ai découvert ceci, j'ai redécouvert cela, et j'ai pas besoin de lire les grands auteurs, je sais tout par moi-même, que son interlocuteur exaspéré lui avait dit « Si tu es si bon, pourquoi ne résous-tu pas le problème du plongement isométrique ?» Et il lui avait expliqué « C'est un problème important, célèbre et difficile, mesure-toi à ça. » Alors Nash s'est enquis du problème, et il a commencé par vérifier que c'était un problème important, effectivement. Il a demandé à tout le monde « Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça vaut la peine que je travaille dessus ?» Il a annoncé qu'il travaillait dessus, ça c'est très inhabituel. D'habitude, les mathématiciens n'annoncent jamais qu'ils travaillent sur un problème, surtout si c'est un gros problème. Les exemples célèbres, ceux de Wise ou de Perelman, qui travaillent sur un problème très dur, ils le gardent en secret jusqu'à ce que la preuve soit complète. Nash, pas du tout. Je vais travailler là-dessus, je vais le résoudre, je suis le mieux placé, j'ai de l'intuition. Et même, il commence par annoncer qu'il l'a résolu. Pas par anticipation, mais pour voir vraiment quel effet ça fait aux gens. Un peu comme dans ces histoires où un personnage fait semblant d'être mort pour voir si les gens tiennent vraiment à lui. Là, Nash fait semblant d'avoir tué le problème pour voir si les gens tenaient vraiment à ce problème. Bon, alors après qu'il s'est convaincu que bon, c'est un problème qu'il mérite, alors il va relever le défi. Et il y passe 2 ans. Et l'incroyable, c'est qu'il finit par le résoudre. Au bout de ces 2 années, il a prouvé 2 théorèmes. Le plongement peu lisse, comme on dit en 1954, le plongement très lisse en 1956, qui provoque la stupéfaction. Pourquoi stupéfaction? C'est ce que je vais essayer de rendre un petit peu. Non seulement il a résolu le problème, mais la façon dont il a résolu le problème a stupéfié. Premier motif d'étonnement, la méthode utilisée par Nash. Le problème du plongement est un problème de géométrie et posé en des termes plutôt abstraits, et c'est dans cette direction que cherchaient les gens. Nash l'a résolu par de l'analyse très concrète. Les spécialistes de ce problème ont été stupéfaits. 50 ans plus tard, à peu près, le même genre de situation se reproduira quand Grigori Perelman résoudra ce qu'on appelle conjecture de Poincaré, qui est un problème de géométrie, problème de topologie, avec des méthodes d'analyse très concrètes. Et ça a été la stupéfaction de même. Comment a-t-on pu résoudre ce problème avec cette méthode? La stupeur provoquée par Perelman fait écho à la stupeur provoquée un demi-siècle plus tôt par Nash. Voici ce que dit Gromov de cette découverte. Le travail de Nash est l'un des premiers travaux qui ont rendu la géométrie riemannienne simple, un incroyable changement d'attitude sur la façon de penser aux variétés. Vous pouviez les prendre à main nue. Quelque chose qui semblait un concept abstrait, on pouvait travailler dessus et en faire ce plongement qui finalement est quelque chose de plus concret qu'on ne croyait. J'ai prononcé le mot analyste, et qu'est-ce qu'un analyste? Les mathématiciens n'ont pas tous la même façon de penser, pas tous la même façon d'aborder les sujets, pas tous les mêmes outils, pas tous le même cerveau. Et certains ont une pensée algébriste, une pensée structurée, certains ont une pensée analyste, certains ont une pensée probabiliste. Qu'est-ce qu'un analyste? Un analyste, c'est quelqu'un qui analyse. Bon. Le mot japonais pour dire l'analyse est très proche du mot qui dit la cuisine fine, kaiseki. Et c'est bien ça qui a l'idée dans l'analyse. On va faire du raffiné, du précis. On va décortiquer et contrôler précisément. Un analyste, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler. Ça, c'est une phrase que m'avait dit un de mes professeurs de probabilité. Justement, il ne se rangeait pas dans ce camp-là. Il m'a fallu des années pour comprendre vraiment ce qu'il entendait, mais il avait parfaitement raison. Donc, un analyste met son orgueil dans la force et la précision avec laquelle il attaque un problème, avec des outils simples et puissants, comme un outil très bien façonné qui va taper exactement au bon endroit, bien ciblé. Et un analyste étudie en particulier beaucoup des fonctions et ils étudient en grand détail. Ici, j'ai représenté des fonctions, des courbes, des signaux, et vous voyez qu'elles ont des propriétés très différentes. Celle-ci est très lisse, celle-ci au contraire paraît très rugueuse, celle-ci paraît lisse, sauf qu'il y a un point ici, une singularité comme on dit. Celle-ci, elle saute, on avance, et puis paf, on tombe brutalement. Ici, on parle de discontinuité. Tout ça, ce sont des fonctions différentes. Celle-ci, entre parenthèses, c'est une trajectoire de mouvement brownien. C'est un problème physique ou un cours de la bourse, si vous voulez.
Et ces fonctions ont des propriétés très différentes et un analyste essaiera en particulier de les analyser. Pourquoi elles sont différentes? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont plus ou moins régulières, plus ou moins lisses? Alors, je rappelle, pour les lycéens, la notion de dérivée, qui est la première notion d'analyse fine introduite par Newton et Leibniz il y a bien longtemps. La fonction dérivée, on peut y penser comme une vitesse ou un taux de variation ou une pente, est définie comme suit. Ici, vous avez une courbe. Vous tracez une courbe qui intersecte, une droite qui intersecte cette courbe en 2 points, puis vous rapprochez le deuxième point jusqu'à vous approcher du premier. Vous avez ainsi défini la tangente. Une fois que la tangente est faite, vous mesurez la pente de la tangente. Vous regardez de combien on avance en même temps qu'on descend, et le rapport, ce nombre divisé par ce nombre, c'est la valeur de la pente ou la valeur de la dérivée. C'est une façon de définir la pente. Ici, cette fonction, j'en ai analysé les pentes, les tangentes. Ici, la pente est nulle. J'ai reporté ici sur la courbe de la dérivée la valeur 0. Donc ici, c'est la valeur de la dérivée. Ici, c'est la valeur de la fonction. Ici, la pente est négative, on descend. J'ai reporté à cet endroit-là une valeur négative et ainsi de suite. Alors, celle-ci est la courbe qui vous donne les variations de la courbe du dessus. Et une fois qu'on a fait ça, on peut continuer le processus, analyser la pente de la pente, la dérivée seconde comme on dit, et ainsi de suite. Ces dérivées d'ordre élevé sont difficiles à concevoir. Ici, vous voyez que la pente va augmenter. Si je prends la pente en ce point, elle sera à peu près nulle. La pente en ce point sera positive. Donc la pente globalement augmente. La pente de la pente est positive. On arrive encore à comprendre. Les dérivées d'ordre plus élevé, la pente de la pente de la pente, qu'est-ce que ça veut dire? Pas facile. Difficile à concevoir. Justement, voici une citation de Nixon, 1972, pour défendre son bilan économique. Le taux d'augmentation de l'inflation est décroissant. Bon. Quand vous y réfléchissez, l'inflation, c'est déjà une pente. L'augmentation de l'inflation, c'est la pente de la pente. Et dire qu'elle est décroissante, c'est parler de la pente de la pente de la pente. Et on voit bien justement là que c'est pour noyer le poisson, si j'ose dire. Pour qu'on n'y comprenne rien. Si on vous propose de racheter une affaire en vous disant que le taux d'augmentation de l'inflation et du déficit est décroissant, ne prenez pas l'affaire, hein, ça c'est sûr. Donc sur cet exemple, on voit que, sur cette boutade, on voit que la dérivée troisième, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir. Mais pour un analyste, on parle de dérivée troisième, quatrième, cinquième, dixième, et même on emploie un nombre de dérivées, ou dimensions d'ailleurs, fractionnaires en un certain sens. Je n'en dirai pas plus, ça serait un exposé entier centré sur la notion de fractal. Et plus une fonction a de dérivées, plus elle est régulière, ou lisse. Disons, plus une fonction a de dérivées qui sont continues. C'est la notion d'une fonction lisse. Pour un analyste, c'est le pain quotidien. La première question que pose un esprit d'analyste, c'est quelle est la régularité de cette fonction? Et on peut définir la régularité, la notion d'être lisse en termes de dérivés, mais aussi par des méthodes incroyablement plus compliquées, analyse en fréquence à la Fourier ou encore d'autres. Ça prendrait des exposés entiers de définir comment on peut étudier une fonction du point de vue de l'analyse. Mais pour l'instant, pour cet exposé, on s'en maintiendra à la notion de dérivée. Et c'est une notion importante qui peut changer la conclusion d'un problème. En mécanique des fluides, selon que votre champ de vitesse a une discontinuité, un choc, comme on dit en mécanique des fluides ou pas, la conclusion peut être complètement changée. Un bilan anthropique sera différent et ainsi de suite. Et Nash, ici, s'est révélé un vrai analyste. Ce problème qu'on pensait géométrique vraiment, le problème du plongement isométrique, Nash a montré que c'était vraiment un problème d'analyse et que pour y parvenir, pour le résoudre, il fallait se poser ces questions. Combien est régulière la fonction, le plongement, combien de dérivés je veux, combien de dérivés je peux construire et ainsi de suite. Ces conclusions sont incroyables et puissantes. Voici le paradoxe de Nash-Kuiper que j'évoquerai brièvement, qui est une conséquence de son premier théorème de plongement. Si vous pouvez prendre une sphère et il y a un moyen de la ratatiner, si j'ose dire, au sens où vous avez votre sphère et puis vous allez exercer des forces bien calculées sur cette sphère pour arriver à la rendre très petite extérieurement. Vu dans le domaine du plongement, ce sera un plongement très petit, mais vu du point de vue intrinsèque, ça n'aura rien changé. Des petits êtres vivant à la surface de la sphère ne remarqueront pas la différence. Et on peut faire ça sans la cabosser. Il y a une façon de ratatiner une sphère. Vous prenez un marteau, une balle de ping-pong, prenez un marteau, vous tapez dessus. Ça va ratatiner la sphère. Mais ça va créer des coins, des singularités. Nash montre qu'on peut le faire sans singularité, ce qui est en contradiction avec notre expérience. Nous savons bien qu'une sphère est rigide, vous ne pouvez pas la déformer, sauf à la casser. Nash montre aussi que même l'espace hyperbolique, on peut le plonger dans l'espace euclidien habituel. Il semble y avoir contradiction. Hilbert a montré que c'était impossible. Et là, c'est une question de régularité. Nash montre que c'est une question de régularité. En fonction du nombre de dérivés qu'on demande, on peut le faire ou pas.
Et le grand théorème de plongement en particulier, le grand théorème de plongement de Nash, son deuxième, celui qui a demandé un effort colossal de concentration, on peut toujours plonger une géométrie abstraite, quelle qu'elle soit, de manière très lisse, dans un espace euclidien suffisamment grand. Donc, par ce théorème, Nash montre qu'il y a équivalence du point de vue abstrait de Riemann et du point de vue concret de Gauss. Donc ça, c'est un pas majeur dans la géométrie riemannienne. Et ces preuves sont incroyables aussi. On aurait montré ça à un géomètre, il aurait pensé que Nash était fouellier à l'époque. Nash, pour construire son plongement, il commence par réduire grossièrement les distances. Et puis, il les augmente peu à peu par des tortillons. Voici un exemple de ce que ça donnerait, ces tortillons appliqués à un beignet. Et puis, il attaquait un système d'équations très difficile, car sa résolution fait perdre des dérivés. Alors, sans le dire, c'est un système d'équations qui régit ce plongement isométrique et qui semble frapper de malédiction. Si vous essayez de le résoudre avec 3 dérivés, vous arrivez à en construire que 2. Vous essayez avec 5, vous arrivez à en construire que 4, et ainsi de suite. On appelle ce phénomène perte de dérivés. Et Nash a trouvé, ce phénomène était bien connu des analystes, et Nash a trouvé comment le résoudre. À cette perte de dérivés, Nash a opposé une méthode très ancienne, datant de Newton, pour calculer de manière approchée les zéros, les points d'annulation d'une fonction. C'est une méthode qu'on apprend à l'école parfois. On appelle schéma d'approximation numérique de Newton. Par exemple, ici, j'ai une fonction, je veux calculer une valeur approchée de ce zéro-là, l'endroit où la courbe croise l'origine. Je pars d'une valeur approximative, ce xn ici, je trace la tangente à la courbe et je prends l'intersection ici, c'est mon approximation. Et puis je recommence, partant de cette nouvelle approximation, je trace la tangente, l'intersection de la tangente avec l'axe et ainsi de suite. Cette méthode d'approximation, qui a la particularité de converger extrêmement vite, Nash a montré qu'on pouvait s'en servir pour vaincre ce phénomène de perte de dérivés. C'est un vrai raisonnement d'analyste et un raisonnement auquel personne n'a cru. Comment ça peut marcher ? Alors les gens ont bien vérifié la preuve de Nash, ça leur a pris longtemps, mais ils ont fini par se convaincre. Et ces outils, après, ont été repris. Ces outils ont donné naissance à de nouvelles théories puissantes par la suite, qui ont le nom d'intégration convexe ou schéma de Nash-Moser, et qui permettront plus tard d'attaquer quantité de problèmes mathématiques. Donc, en 1956, Nash, c'est l'homme qui a compris la régularité mieux que quiconque et l'application en géométrie. Il a résolu des problèmes sur lesquels les analystes se sont cassés les dents pendant des années et il l'a résolu pour un problème de géométrie qui semblait abstrait. Nirenberg se dit « c'est l'homme de la situation, c'est à lui qu'il faut que je pose le problème qui me tourmente » et c'était un problème de régularité des équations aux dérivées partielles. Régularité, je vous ai expliqué un peu. Une fonction est d'autant plus régulière qu'elle a plein de dérivés ou que la pente de la pente de la pente et ainsi de suite varie doucement. Équation aux dérivées partielles, qu'est-ce que c'est ? Dérivées, je vous en ai parlé. Dérivées partielles maintenant. Prenez une fonction qui dépend de plusieurs variables. Mettons l'ensoleillement, fonction du temps, du moment de la journée, et puis fonction de la latitude et de la longitude, si vous vous déplacez sur une carte. Vous pouvez calculer combien l'ensoleillement varie en fonction du temps. Si ça s'accroît, selon les heures, ça va croître ou décroître. Mais combien ça varie aussi quand vous changez de latitude ou quand vous changez de longitude, par exemple. Vous avez ainsi les dérivées partielles, la pente, la variation par rapport au temps, par rapport à la latitude, par rapport à la longitude, et ainsi de suite. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres paramètres. Ces dérivées partielles peuvent être liées par des équations. Une équation qui fait intervenir les dérivées partielles d'une fonction, c'est ce qu'on appelle une équation aux dérivées partielles, EDP en abrégé, et ça intervient dans toutes les sciences. Une combinaison particulièrement célèbre de dérivées, c'est ce qu'on appelle le Laplacien, le nom de Laplace. Le Laplacien d'une fonction, d'un signal U, est donné par la somme des dérivées secondes. Ici, je regarde comment ça varie par rapport à la première coordonnée, peut-être c'est la longitude, et je dérive 2 fois, je regarde la pente de la pente, la variation seconde. Puis j'ajoute toutes ces dérivées secondes les unes après les autres et j'obtiens ainsi le Laplacien. Voici un tableau un peu impressionniste, peut-être effrayant, de certaines équations aux dérivées partielles célèbres. Les équations aux dérivées partielles, je vous dis qu'elles régissaient tout. Ici, vous avez en haut l'équation de Boltzmann, dont vous avez entendu parler pour ceux qui étaient là dans l'exposé de Laure Saint-Raymond, et qui régit les gaz les gaz raréfiés en haute atmosphère. Ici, l'équation de Vlasov qui régit, disons, l'évolution d'une galaxie. Ici, le flot de Ricci, l'équation de Ricci qui a permis à Perelman de résoudre la conjecture de Poincaré. Ici, l'équation d'Euler qui date de 1755, qui décrit un fluide incompressible et non visqueux. Alors, je les présente comme des formules magiques, si vous voulez, sans vous donner d'explications. On va se concentrer sur l'une d'entre elles après. Ici, vous avez en rouge, entouré de bleu, l'équation du plongement isométrique que Nash a résolu pour construire son théorème de plongement. Ici, la relativité générale d'Einstein. Ici, l'équation de Dirac.
Ici, l'équation d'un fluide compressible et visqueux. Ici, l'équation de Schrödinger, la base de la physique quantique. Ces équations, comme je vous disais, elles sont partout. Elles décrivent n'importe quel phénomène que vous avez en tête, ou presque. Elles sont partout, d'ailleurs, celle-ci, je ne sais pas si certains d'entre vous la reconnaissent. Elle vous est peut-être familière. Beaucoup d'entre vous, je pense, passent devant presque tous les jours. Vous ne la voyez pas? La voici. Station de métro Châtelet. Vous avez cette imposante sculpture, une sorte de raie géante ou quelque chose comme ça. Et ici, l'équation de Schrödinger, la base de la physique quantique, comme je vous disais. Donc, ici, quand il a fallu, dans cette représentation artistique, évoquer quelque chose de fondamental dans le monde, c'est l'équation de Schrödinger que l'artiste a voulu inscrire ici. La base de la physique quantique, comme je vous le disais. Derrière chacune de ces équations, il y a un monde, un traité entier. Ça peut vous prendre des années pour maîtriser l'une seule de ces équations. Et l'équation sur laquelle je vais parler maintenant, l'équation dont on va parler, l'équation que Nirenberg a en tête, c'est l'équation de la chaleur. Une des plus anciennes et des plus respectables, peut-être la première de toutes. Elle date de Fourier, 1811. L'équation porte sur la température. Imaginez qu'on s'intéresse à la température dans une barre de métal. La position dans cette barre de métal est repérée par un nombre, disons la distance par rapport à l'une des extrémités. Vous avez ici une variable de position, et puis vous avez une variable de temps. Au fur et à mesure du temps, la température évolue. Et voici l'équation. La dérivée par rapport au temps, donc la pente de la température, est égale à une constante fois le Laplacien de la température, qui est cette somme de dérivées secondes dont je parlais. Une autre façon de l'écrire, c'est la dérivée de C fois la dérivée de la température. Vous voyez ici les dérivées partielles. Il y a la dérivée par rapport au temps, la dérivée par rapport à la position. Ce nombre C est la conductivité. Il mesure la facilité avec laquelle la chaleur va s'étaler, diffuser dans votre barre de métal. Si la conductivité est élevée, la chaleur va facilement se dissiper, se répartir. Vous attendrez peu de temps et votre barre de métal, que vous avez chauffée à une extrémité par exemple, sera de température homogène. Si en revanche la conductivité est très basse, la chaleur circulera très mal dans la barre de métal. La conductivité peut être constante, disons que c'est une propriété du métal, ou elle peut varier d'un point à un autre. Imaginez une barre de métal avec un alliage. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, ça pourrait être moitié de cuivre, moitié de fer à un endroit, puis 53-47%, puis 55-45%, et ainsi de suite. Les propriétés pourraient varier et la conductivité va varier en fonction des proportions. Quand c'est le cas, l'équation de la chaleur est ainsi. Il faut que vous preniez en compte la dépendance de la conductivité par rapport à la position. Ceci est l'équation de la chaleur pour un milieu inhomogène. Quand cette conductivité est variable, on ne peut pas calculer la solution de l'équation de la chaleur, pas de formule. Mais pour autant, on peut l'étudier. Et une des premières choses qu'on apprend, c'est la régularité, justement. Cette équation a un effet régularisant. Même si vous partez d'une distribution initiale de température discontinue, très violente, après une seconde, la distribution de température sera continue. Pour visualiser ça, voici quelques simulations numériques préparées par Francis Filbé à Lyon. Alors, qu'est-ce que j'ai représenté ici ? Ici, la position, mettons qu'il y a un centre dans la barre de métal, là c'est moins 30 cm, plus 30 cm. Initialement, on définit la température en utilisant des thermostats et, par exemple, on chauffe beaucoup cet endroit à 10 cm de l'origine, on chauffe un peu cet endroit et ainsi de suite. Ça, c'est la condition initiale et puis on fait partir, on regarde ce qui se passe. Vous voyez, ça s'étale. Au fur et à mesure, la chaleur diminue, la chaleur maximum diminue, le pic ici, et petit à petit, ça devient plus homogène. Si on attendait très très longtemps, on verrait la température devenir constante dans la barre de métal. Par rapport à la répartition initiale, vous vous souvenez, c'était beaucoup plus accidenté que ça. Petit à petit, la chaleur va diffuser dans la barre de métal, et c'est cette équation de la chaleur qui va vous donner la façon dont ça diffuse. Vous voyez ici ces pointes ? Dès qu'on fait élargir le temps un tout petit peu, une seconde plus tard, les pointes ont disparu. Ici, si vous voyez, il n'y a plus de pointe vraiment. C'est un peu arrondi au sommet. C'est cet effet régularisant. La fonction qu'on a maintenant est lisse. Voici un autre exemple où je vais partir directement d'une donnée initiale discontinue. Donnée initiale, répartition de température. Là, vraiment,
on donne quelque chose d'horrible à ce métal. Ici, c'est très chaud et juste après, c'est assez froid. Ou ici, c'est chaud, juste après, c'est très froid et ainsi de suite. Et ça varie brusquement. Vous passez sans crier gare d'une zone chaude à une zone froide. On fait agir un petit peu. Tout de suite, vous voyez ce qui se passe. Le caractère sauvage s'atténue, ça devient plus apprivoisé. Et si on continue, la température devient assez homogène, très régulière. Regardez ça, comme c'est lisse. Si vous faites du ski là-dessus, vous n'avez pas de surprise. Pas de changement brutal de pente. La pente, c'est ce que vous mesurez quand vous êtes à ski. Pente à 10%, 30%, c'est ça, c'est la dérivée. Quand vous skiez, vous calculez des dérivées. Donc ici, on part d'une situation avec absolument non skiable. Il y a des trous carrément, vous tombez dans des trous. Mais si vous faites agir un petit peu d'équation de la chaleur, ça devient beau. Bon là, c'est encore un peu dur. Mais si vous attendez encore un peu, là, ça devient très agréable. C'est pareil en dimension 2. Je vous ai montré une barre de métal, mais maintenant, imaginez une plaque de métal. Et je pars ici de cette distribution de chaleur. Alors, en rouge, ce qui est chaud, en bleu, ce qui est froid. On le laisse évoluer. Au cours du temps, la chaleur s'étale. Et ça devient beaucoup plus homogène. Et ça devient régulier, là encore. Donc, tout ça pour illustrer concrètement, visuellement, cet effet régularisant. Maintenant, je vous ai parlé de conductivité constante ou de conductivité qui varie avec la position. Par exemple, un alliage dont la composition varierait. Mais maintenant, imaginez une conductivité discontinue. Un matériau qui serait même plus un alliage, mais il y a des zones cuivre, des zones fer, des zones cuivre, des zones fer, réparties n'importe comment. Avec une conductivité en conséquence qui va passer d'un endroit à l'autre sans crier gare. Conductivité discontinue. Les propriétés de la chaleur d'une région à l'autre vont être très différentes, on s'attend à ça. La conductivité pourrait même être quelconque. On pourrait préparer un matériau n'importe comment, avec un alliage vraiment mal dégrossi. Que va-t-il se passer? Est-ce que, si on prend une distribution de chaleur dans un milieu comme ça, un milieu à conductivité discontinue, à conductivité quelconque, est-ce qu'on va quand même avoir cet effet régularisant? C'est ça le problème qu'on va poser à Nash. Je vais revenir dessus, mais d'abord je vais vous le montrer visuellement aussi, et vous convaincre que c'est moins facile, moins intuitif que l'autre, en vous montrant ce qui se passe dans un milieu dont la conductivité est discontinue. Voici la même donnée initiale que précédemment, avec là encore complètement discontinue, mais cette fois dans un milieu dont la conductivité varie brutalement. Et regardez ce qui se passe. Ah, c'est pas mal. Ça semble régularisé aussi. Mais si vous faites un zoom, vous voyez que c'est pas aussi beau que ça l'était. Oups. Vous voyez? On voit des variations. Si vous faites du ski là-dessus, vous sentirez des brusques accélérations ou ralentissements. Ce n'est pas comme c'était le cas ici avec la viscosité constante, avec la conductivité constante. Là, c'était vraiment très lisse. Maintenant, dans ce problème avec la viscosité variable, avec la conductivité variable, décidément, vous avez des brusques décrochements. On sent que la fonction est moins lisse, mais elle est quand même continue. On ne tombe pas dans des trous. Et pareil, quand on regarde en dimension 2, ici, vous partez de cette situation, on chauffe. La situation au départ est assez régulière et on va laisser évoluer, voir ce qui se passe au cours du temps dans ce milieu inhomogène. Et violemment inhomogène. Regardez ce que vous obtenez. C'est pas très joli. C'est pas une belle figure comme on avait tout à l'heure. Là, ça diffuse, ça fait comme une sorte de tache. On sent bien que c'est pas très régulier non plus. Mais ça reste continu. Du moins, on a l'impression. Et c'est ce problème exactement que Nirenberg pose à Nash. Donc, je le répète, c'est un problème physique, si l'on veut. Vous avez une distribution de chaleur, une distribution de température, dans un milieu qui est très hétérogène, la conductivité est discontinue. Donc, cette distribution de température dépend du temps, la température dépend du temps et dépend de l'espace. Et je pars avec une condition initiale qui est discontinue, très violemment discontinue. Est-ce qu'au bout d'une seconde, j'aurai quand même une distribution continue? Ça, à peu de choses près, c'est le problème que Nirenberg pose à Nash. Et l'histoire va-t-elle recommencer? Nash fait pareil qu'avant, il commence à travailler sur le problème, il se met au courant, sans jeu de mots si vous voulez, puisqu'il était au courant Institute, mais enfin.
Nash se met au courant, pareil, est-ce que c'est un problème qui me vaut? Est-ce que c'est un problème difficile? Est-ce que c'est un problème important? Il demande à tout le monde. On l'aiguille, il va voir Ormander, il va voir Stein, les uns les autres, Lax. Bon, oui, c'est un problème important. Oui, ça vaut le coup de réfléchir là-dessus. Bon, d'accord, je vais réfléchir. Il travaille sur le problème. Il revient voir Nirenberg chaque semaine. Oui, j'ai une idée, peut-être on va faire comme ça ou ça. Est-ce que ça marche ça? Nirenberg est consterné parce que les questions sont toutes plus stupides les unes que les autres. Visiblement, Nash ne connaît rien à l'équation de la chaleur. Il n'a pas la bonne intuition là-dessus. Est-ce qu'il est si bon que ça? Mes espoirs sont déçus, se dit Nirenberg. Et puis petit à petit, il va voir de plus en plus de monde, il pose de plus en plus de questions, et on sent au fur et à mesure qu'il y a un changement qui se fait. Petit à petit, Nash se met bien dans l'esprit de l'équation. Nash, il pose des questions qui sont de plus en plus intelligentes, et puis il y a un plan qui se dessine, on le sent. Et aux uns aux autres, il demande des choses, il met tout le monde à contribution, comme ferait un chef d'orchestre ou un compositeur qui, à chacun de ses musiciens, ferait apprendre une partition, et chaque musicien ne voit que son petit morceau, mais lui a en tête le grand plan d'ensemble. Et c'est la façon dont travaille Nash. Et puis un jour, il faut bien se rendre à l'évidence, le problème est résolu. Il a fallu 6 mois à Nash. Au début, il ne connaissait rien à ce problème, et à la fin, il l'a craqué, comme on dit. Là encore, l'histoire s'est répétée. Nash a relevé le défi, et encore une fois, la solution est époustouflante. Personne, aucun des spécialistes n'aurait pensé à aborder les choses de la façon dont il a fait. C'est cet article qu'on va examiner rapidement. Comme je disais, c'est l'un des plus célèbres dans l'histoire des équations à dérivées partielles, pour diverses raisons, j'en reparlerai après. Continuity of Solutions of Parabolic and Elliptic Equations. Donc maintenant, vous comprenez de quoi il s'agit. C'est la continuité des solutions de l'équation de la chaleur, si vous voulez, dans un milieu très hétérogène. Ce n'est pas un article très long, 24 pages. Et on va parler aussi plus tard de la publication. L'article commence dans l'introduction avec une profession de foi qui fait la promotion des équations aux dérivées partielles. Les problèmes ouverts dans le domaine des équations aux dérivées partielles sont très pertinents pour les mathématiques appliquées et la science en général. Je vous l'avais bien dit, les équations aux dérivées partielles, c'est partout. Et ce domaine semble voué à un développement rapide. Il semble clair toutefois que de toutes nouvelles méthodes doivent être employées. Là, il a parfaitement raison. Nous espérons que ce travail y contribue significativement et que les méthodes nouvelles utilisées dans notre précédent article révéleront leur valeur. Pareil, je vous avais dit, dans le terme de plongement, ce sont les méthodes qui ont fait la grande valeur de l'article. Ici, c'est pareil. Les méthodes nouvelles introduites par Nash vont pouvoir être utilisées. Nash en a conscience. Les méthodes, c'est au moins aussi important que le résultat que je démontre. Comme quand un écrivain écrit un nouveau roman, on peut s'intéresser à l'intrigue, à l'histoire qu'il raconte, ou on peut s'intéresser au style nouveau introduit par l'auteur, par exemple. Ici, c'est comme si Nash introduisait un nouveau style qui pourra être utilisé dans d'autres problèmes. Plus loin, Nash parle des rapports entre mathématiques et physique. On ne sait que peu de choses sur l'existence, l'unicité et la régularité des solutions des équations générales du mouvement pour un fluide visqueux, compressible et conducteur de chaleur. Un intérêt dans ces questions nous a mené à entreprendre ce travail. Donc, Nash montre le but ultime qu'il a dans sa tête sont les équations de Navier-Stokes, comme on les appelle, pour un fluide visqueux et conduisant la chaleur. Problème beaucoup plus compliqué, évidemment, que ce problème de transmission de la chaleur dans une barre de métal qui, a priori, n'est pas un problème, n'est pas un fluide compressible. On a du mal à penser à du métal comme à un fluide. Même si c'est, par exemple, l'erreur historique qui a fait que Kelvin s'est trompé dans l'âge de la Terre. On croit souvent que c'est la radioactivité, mais en fait, c'est une erreur d'appréciation sur le fait que le manteau terrestre, même s'il ressemble à du fer solide, sur les échelles de temps considérées, doit être considéré comme un fluide. Et ce n'est pas l'équation de la chaleur qu'il faut résoudre. En tout cas, ce que dit Nash ici, on pourrait le reprendre à notre compte aujourd'hui. On sait toujours, 50 ans après, presque rien sur l'existence, l'unicité et la régularité des solutions des équations générales de mécanique des fluides. Nash a un style informel et explicatif dans cet article, très appréciable quand on essaie de le lire. Et pas toujours la règle dans les articles de mathématiques. Il nous dit par exemple, le résultat clé semble être la borne, une estimation qu'il établit, elle ouvre la voie aux autres résultats. Dans son article, il nous explique qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui est le plus important. Nous avons dû travailler dur pour obtenir cette borne, le reste est venu rapidement. Il parle de la genèse de l'article. Plus loin, par exemple, vous voyez, l'inégalité qui suit est dynamique. Il a un langage imagé. Il essaie de nous faire sentir comment il ressent les choses. L'inégalité puissante, après.
à l'opposé d'un style froid et détaché qu'on imagine d'habitude pour un article de mathématiques. Les méthodes employées ici ont été inspirées par l'intuition physique, mais le rituel de l'exposition mathématique tente à cacher cette base naturelle. Donc là encore, Nash affirme un principe qui l'a guidé. Il se laisse guider par le problème et en particulier, l'intuition physique lui donne des idées pour résoudre le problème. C'est pas, comme on pense souvent, un résultat mathématique qui va permettre d'étudier le résultat physique, d'étudier le problème physique. Ça, c'est vrai. Mais dans l'autre sens, c'est vrai aussi. L'intuition physique, l'analogie physique peut donner des idées et des outils mathématiques nouveaux pour attaquer un problème. Et ici, Nash a eu une réflexion sur le sens physique de l'équation. Nash a utilisé des concepts inattendus, des concepts connus mais complètement inattendus dans ce contexte. En particulier l'entropie de Boltzmann et Shannon, que vous avez vu passer, c'est pareil si vous étiez à l'exposé de Laure Saint-Raymond. On parlait d'entropie, notion thermodynamique bien connue en physique statistique, développée par Boltzmann en particulier au XIXe siècle, remise au goût du jour par Shannon dans sa théorie de l'information, un des textes fondateurs, 1948, texte fondateur du monde d'aujourd'hui. L'entropie, traditionnellement, mesure le désordre ou l'incertitude microscopique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une intégrale, je vais dire en trichant un peu que c'est l'opération inverse d'une dérivée. Je triche un peu beaucoup, mais pensez-y comme ça. C'est une opération, en tout cas, qui s'applique à une fonction et qui renvoie à un nombre. Ici, c'est la formule qui donne l'entropie en fonction de la température. Et cette formule était bien connue, mais ce qui est incroyable, c'est la façon dont Nash l'utilise dans ce contexte radicalement inhabituel. L'intuition probabiliste et physique est très éloignée de la régularité. Régularité, c'est une préoccupation d'analyste. L'entropie, c'est une préoccupation de physicien probabiliste. A priori, les deux mondes sont très éloignés. C'est pas parce que vous avez une grande entropie que vous êtes régulier, c'est pas parce que vous êtes régulier que vous avez une grande entropie, et vice-versa. A priori, aucun rapport entre les deux. Et autant l'entropie, c'est un concept qui parle facilement à un physicien ou à quelqu'un qui fait de la communication, autant la régularité, d'habitude, peut lui chaud. Mais Nash, justement dans ce contexte, montre qu'on peut utiliser l'entropie pour attaquer ce problème de continuité. Et c'est ça l'un des éléments qui ont causé une émotion considérable. On connaissait bien l'entropie, on connaissait la régularité, mais quel rapport entre les deux? Nash montre le rapport entre les deux. Et puis il montre la puissance d'une méthode consistant à obtenir des inégalités différentielles sur des quantités simples qui contiennent de l'information et qui, d'une certaine mesure, résument la solution. 45 ans plus tard encore, un autre génie, Grigori Perelman, stupéfiera le monde avec une entropie. Si Grigori Perelman a réussi à résoudre la conjecture de Poincaré, comme vous le lisez maintenant dans les journaux, d'ailleurs les journalistes racontent beaucoup de choses un peu fausses, c'est en partie parce qu'il a trouvé une entropie dans ce problème et il a compris comment l'appliquer à ce problème où personne ne voyait de l'entropie. Là encore, il y a une parenté et un écho. Parlons un petit peu du cheminement dans cet article de Nash maintenant. On va l'examiner de plus près. C'est un grand œuvre en plusieurs parties qui sont bien construites et qui se répondent harmonieusement, ça c'est important pour l'appréciation d'un résultat, comme des chapitres d'un roman. Le premier chapitre, si l'on veut, on s'intéresse au déplacement. Déplacement, influence de la chaleur. Vous prenez une source atomique de chaleur, vous avez votre barre de métal et vous chauffez un endroit précis et vous regardez combien ça se répand au cours du temps, combien la chaleur diffuse, quelle est la longueur typique. Et cette longueur typique, c'est la racine carrée du temps. Si vous attendez une seconde, ça va se sentir à 1 cm peut-être, 4 secondes, ça se sentira à 2 cm, 16 secondes, ça se sentira à 4 cm, et ainsi de suite. Cette racine carrée, c'est exactement comme l'étalement de la diffusion d'une particule brownienne. Problème de physique classique où vous prenez une particule et vous la laissez se déplacer aléatoirement, au hasard, comme dans une marche au hasard, dans un fluide. Deuxième partie, positivité. Nash montre que la température n'est pas trop basse près de la source. Ça paraît intuitif, on y croit. Si je chauffe à un endroit et que j'attends un peu, ça restera toujours assez chaud près de cet endroit que j'ai chauffé au départ. Mais c'est délicat à démontrer. Ici, l'intuition physique le guide sur le fait que c'est la voie à adopter pour la démonstration mathématique. Et puis, dans le chapitre suivant, il montre qu'il y a un phénomène de recouvrement. Si je chauffe deux sources voisines, je chauffe ici, j'attends un peu, les nuages, si on veut, l'influence de la chaleur vont se recouvrir. L'influence de cette source ici, l'influence de cette source ici vont rentrer en commun. Il va y avoir une mise en commun de chaleur. Et c'est de cet recouvrement que Nash déduit la continuité. Si deux sources sont proches, il montre en utilisant ce recouvrement que les chaleurs dégagées sont proches aussi, et ceci implique la continuité. Je ne vais pas en dire plus, et je vais donner
Quelques éléments supplémentaires sur la première étape. Donc, il y aura 2 tableaux un peu plus mathématiques, juste 5 minutes. Ça, c'est la formule de l'entropie. L'entropie mesure le désordre contenu dans votre signal, dans votre température. Ça, c'est une autre façon de mesurer le désordre si l'on veut, où l'on remplace le logarithme ici, la fonction avec un logarithme, par un carré simplement, l'intégrale du carré de la température. Ici, c'est la température maximale. Ces 3 notions sont 3 façons différentes, 3 façons physiquement différentes de quantifier un phénomène qui est l'étalement de la température. Plus la température maximale est basse, plus on conçoit que ma température est étalée. Et pareil, plus l'entropie est élevée, plus la température est étalée. Nash établit une inégalité qui lie la pente au cours du temps de l'énergie à l'énergie elle-même. Si l'énergie est grande, ici, alors la pente doit être grande aussi. Grande énergie, fatalement, beaucoup d'énergie qui va être dissipée. De cela, il déduit que l'énergie ne peut pas rester très grande. Si j'attends longtemps, elle va être très petite. N ici, c'est la dimension, mettons 2 si on travaille sur une plaque de métal. Si j'attends 10 secondes, eh bien, la température, l'énergie sera plus petite qu'une constante qui est fixée divisée par 10. Il en déduit que la température maximale elle-même est petite, et de là, il déduit que l'entropie est forcément grande. Donc, ensemble d'inégalités, déductions les unes après les autres, il montre que l'entropie augmente. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'entropie? De l'entropie, il passe au déplacement moyen. Ça, c'est la formule de l'entropie. Et maintenant, le déplacement moyen, disons qu'on va mesurer toutes les distances, faire la moyenne de toutes les distances par rapport à un point qu'on a chauffé, un point unique, et on va les pondérer par la température. Plus un point est chaud, plus on va lui attribuer une grande part dans la moyenne. On sait déjà que l'entropie est grande, l'entropie augmente au cours du temps. Maintenant, Nash montre que ce déplacement moyen, il y a une inégalité qui lie la variation du déplacement et l'augmentation de l'entropie. S'il y a étalement, alors l'entropie augmente. Et réciproquement, s'il y a de l'entropie, alors il y a un étalement. Ces inégalités, qu'il fait établir par d'autres, comme la précédente d'ailleurs, la première ici, que tout le monde connaît comme inégalité de Nash, c'est une inégalité qui est en fait du Einstein. Nash a dit écoute, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me le démontrer? Et Einstein l'a fait. Tout le monde l'appelle inégalité de Nash parce que c'est Nash qui a compris quel usage on pouvait en faire. Pareil ici, il a pris inégalité, l'une à Carlson, l'autre à qui c'est qui, mais c'est lui qui avait le grand schéma d'ensemble. Étalement, entropie, étalement, et en combinant tout ça, Nash arrive à montrer que le déplacement moyen est comparable à la racine carrée du temps. J'en dis pas plus. Vous voyez ici que la machine est en branle si on veut. Alors, même si vous n'avez pas compris l'enchaînement, repensez quand vous faisiez de la géométrie euclidienne, comme j'espère que vous en faisiez quand vous étiez au collège peut-être, au lycée, au collège. Vous avez des raisonnements géométriques qui ont déduit, là, les courbes se croisent, le cercle croise la droite en 2 points, les 2 points font 6, ça, et puis de déduction en déduction, vous en arrivez à montrer que les 3 droites sont concurrentes ou qui sait quoi. Ici c'est pareil, déduction en déduction, comme une démonstration à l'ancienne, mais l'objet sur lequel on raisonne, c'est la distribution de température tout entière. Il y a encore ce côté, on travaille à main nue sur l'objet dont parlait Gromov. Ici c'est comme si on travaillait à main nue sur la solution de l'équation de la chaleur. Et donc, Nash continue son article et ainsi arrive à la fin. Alors si on était dans un film hollywoodien un peu basique, ça serait le grand triomphe. Nash serait le héros, il épouserait la belle héroïne ou qui sait quoi. Bon, il avait déjà épousé une belle demoiselle avant. Mais la fête ne marche pas. Donc là, ça devient plus très drôle. La fête est gâchée. 1957, alors qu'il a résolu ce problème, Nash apprend qu'un jeune inconnu italien, Ennio De Giorgi, a discrètement démontré le même résultat, sans tambour ni trompette, par une méthode radicalement différente. Personne n'avait entendu parler de ce De Giorgi, et il a été découvert par hasard, par un des collègues de Nash, et c'était le même résultat. La méthode est différente. Les 2 méthodes sont très intéressantes. De Giorgi, un sacré personnage, assez excentrique, vivant uniquement pour les mathématiques et pour Dieu, et pour les parties de cartes, comme le dit la légende. De Giorgi deviendra une légende vivante, adulée par toute l'Italie. La preuve de De Giorgi fixera le standard pour des générations de spécialistes d'équations et dérivées partielles. Si vous demandez à un analyste quel est l'article d'équations et dérivées partielles le plus important qui ait jamais été écrit au XXe siècle, probablement qu'il répondra celui de De Giorgi.
selon les sensibilités, dira De Giorgi ou Nash, sans doute. Mais l'article de De Giorgi a sans doute surpassé celui de Nash en célébrité. Et puis, Nash, malgré ses airs bravaches et sûr de soi, avait vraiment besoin pathologique de reconnaissance. Et en particulier, il attribuera à cette coïncidence le fait que De Giorgi ait démontré le résultat en même temps que lui. Il attribuera publiquement à cela la perte de la médaille Fields en 1958 au profit de René Thom, alors qu'il a seulement 30 ans. Seulement 30 ans, ça lui laisse encore, normalement, on pouvait espérer, beaucoup de temps devant lui pour démontrer encore des théorèmes grandioses, mais ce n'est pas le cas. L'épilogue est très sombre. Parlons d'abord du devenir de l'article de Nash, l'article que je vous ai présenté. Il est accepté pour publication dans Acta Mathematica, que beaucoup considèrent comme la revue de mathématiques la plus prestigieuse du monde. Nash retire l'article dès qu'il est accepté, procédure totalement inhabituelle, et il le soumet à l'American Journal of Mathematics, peut-être pour concourir pour le prix Boscher 1959, un prix d'analyse décerné pour un article paru dans un journal américain. Peine perdue, le lauréat du prix Boscher cette année-là est Nirenberg. Après la médaille Fields, c'est le prix Boscher qui lui échappe. Nash est furieux, il ruminera ce genre de choses pendant des décennies, et puis, ce n'est pas le plus grave, déjà à l'époque où on apprend ce prix Boscher en 1959, Nash est déjà en plein délire paranoïaque. Il croit qu'il est persécuté par des extraterrestres ou que les extraterrestres communiquent avec lui. C'est le début d'une longue tragédie. Et pendant que Nash se bat contre ses propres démons, ses articles, eux, font leur chemin et vont révolutionner l'analyse du XXe siècle. Révolution qui demandera du temps. Il faudra le temps que les analystes digèrent les articles de Nash. Ça prendra longtemps. Mais au final, ça reste comme un monument dans les mathématiques du XXe siècle. Voilà, l'histoire s'arrête ici. Et je vous laisse ici une petite bibliographie, si vous voulez en savoir plus. La petite autobiographie rédigée par Nash à l'occasion de son prix Nobel. La longue biographie rédigée par Sylvia Nazar, Beautiful Mind, sur laquelle a été adapté très librement le film à succès Beautiful Mind. Les chapitres 20, 30 et 31 correspondent en particulier à la période dont j'ai parlé. Enfin, ce que j'ai dit est beaucoup plus détaillé que ce que vous avez là-dedans, mais là-dedans, vous avez tout le contexte. Et puis, un petit texte écrit par John Milnor pour ses pairs, pour parler du prix Nobel pour John Nash en 1995. Les 3 grands articles de Nash correspondant à la période que j'ai évoquée, 2 sont parus dans Annals of Mathematics, une revue extrêmement prestigieuse aussi. Les 2 premiers concernent le théorème de plongement, le dernier le théorème de continuité. Un article tous les 2 ans, vous voyez. C'est pas beaucoup. On trouve des mathématiciens qui publient 10 articles par an, ou plus encore. Mais ce qui est important, c'est les vrais grands articles révolutionnaires. Tous les 2 ans, un article révolutionnaire. Ça, c'est extraordinaire. Donc la qualité d'ensemble de l'œuvre est du plus haut niveau. Et puis, dernière chose, avant de revenir sur la bibliographie, comme on l'a annoncé au début de cette séance, c'est la dernière du cycle de conférences, mais si ce genre de problème vous intéresse, qu'on parle de mathématiciens, de leur œuvre, de leur vie en même temps, et de textes fondateurs, je vais faire un peu de publicité pour une conférence publique qui se tiendra à l'Institut Henri Poincaré le 7 juin 19h30. Les maths ne sont qu'une histoire de groupe. Cette conférence publique, destinée à tout public, sera le prélude au colloque officiel au cours duquel sera célébrée la résolution par Perelman de la conjecture de Poincaré. L'exposé sera organisé en partenariat avec Animat. Je vous recommande de réserver, à cause de tout le buzz, si je puis dire, le buzz médiatique qu'il y a eu autour de cette conjecture de Poincaré et de la personnalité de Perelman, ça peut attirer beaucoup de monde. Ici, des adresses pour réservation, pour renseignement. Si vous voulez en savoir plus, ici, un livre de Auchy sur la conjecture de Poincaré et Perelman. Le titre est aguicheur, mais le livre est très sérieux. Et puis, pour en savoir plus sur cette conjecture de Poincaré, le communiqué de presse que vous trouvez sur le site internet de l'Institut Henri Poincaré. Si je passe seulement pour faire de la pub que je vous parle de ça, il y a une vraie parenté. On parlera dans cette conférence publique de Poincaré. Poincaré, comme Nash, comme Perelman, ils ont des points communs dans leur histoire, et en particulier qu'ils se sont tous
présentés à un moment comme des petits jeunes dans un domaine où ils ne connaissaient rien et qui ont résolu un problème extrêmement important. Alors, on vous expliquera pour Poincaré à l'occasion de cette conférence publique et sa controverse célèbre avec Klein et comment Poincaré a gagné au sens où Klein a fait une dépression nerveuse. Vous voyez, des histoires pas tendres, des histoires déchirantes. Et là encore, Poincaré ou Perelman arrive, comme Nash le faisait 50 ans avant, 50 ans avant Perelman, comme Nash le faisait, face à un problème auquel on ne connaît rien, on déploie toute sa concentration, toute sa force, toute son imagination pour résoudre le problème. Et je m'arrête là. Merci. Bien. Nous avons un peu de temps pour des questions, mais je vais juste faire un commentaire. Quand il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, j'avais vu Cédric Villani à un séminaire. Il était en train de regarder cet article de Nash et il y avait des espèces d'éclairs d'excitation qui perçaient. Je lui demandais mais qu'est-ce que tu fais? Je lis cet article de Nash, c'est complètement génial. Et je me suis dit je vais pas le louper, je vais lui demander de faire une conférence à la BNF et je pense qu'il a pu restituer une partie de cette excitation, de cette émotion esthétique dont on parle beaucoup à propos des mathématiques quand ils lisent des mathématiques, quand ils comprennent des mathématiques. Bien, des questions, des commentaires. Le débat est ouvert. La première question la plus difficile. Ah, si, une question. Attendez, le micro là. Quel genre de méthode a utilisé le dénommé Giorgio? Di Giorgi, pardon. Je vais en dire très rapidement. peu. Voilà, mais pour dire que l'intuition de Giorgi est plus géométrique. Là où Nash a une intuition physique et analyste, et vraiment Nash, dans sa preuve, on a l'impression qu'il suit les particules, il suit l'évolution de la chaleur. De Giorgi, lui, travaille beaucoup plus avec une intuition géométrique. Et il regarde comment la solution se comporte par changement d'échelle, on va dire, ce genre de choses. En 2 mots, je dirais, c'est la différence principale entre les deux. Et quel est le plus puissant? Ça dépend quel est le plus puissant entre les deux? Ça dépend du problème considéré. Et d'abord, les méthodes ne sont pas naturellement exactement les mêmes. L'une et l'autre méthode s'adaptent à beaucoup de problèmes. Dur de dire lequel est le plus puissant. La méthode de De Giorgi a été plus employée pour nombre de problèmes, aussi issus de la géométrie. La méthode de Nash a un certain côté. Elle est plus adaptée pour certains problèmes particuliers qui viennent de la physique, et puis des problèmes dans lesquels on a naturellement une notion de probabilité, et puis des notions de positivité, principe du maximum, comme on dit. Alors, dans la méthode de Giorgi, c'est vrai aussi. Mais disons, je caricature en disant... Problème, intuition plus physique et probabiliste, c'est la méthode de Nash. Intuition plus géométrique, c'est la méthode de De Giorgi. Je caricature beaucoup. Et les 2 méthodes sont très puissantes, même si la méthode de De Giorgi a connu plus de succès dans l'ensemble. Moi, je suis résolument du côté Nash. C'est par exemple, un résultat sur lequel j'ai travaillé, qui était une question diffusion dégénérée. Imaginez que vous avez la chaleur qui peut diffuser dans certaines directions et pas dans d'autres, mais que par d'autres phénomènes, il y a possibilité d'arriver indirectement dans les autres directions. On parle de diffusion dégénérée. À un moment, j'ai développé une méthode pour étudier la régularité dans ces diffusions dégénérées, hypoelliptiques est le gros mot qui va avec, qui était inspirée de la méthode de Nash, en partie surtout de cette idée d'entropie. Donc, la réponse, ça dépend du problème. Et c'est là un des aspects importants dans les mathématiques. Le fait de résoudre un problème en soi, c'est bien. Avoir plusieurs méthodes pour résoudre le problème, c'est encore mieux. En fonction des variantes, une méthode marchera pour une variante, une autre méthode pour une autre. Et c'est pour ça, le fait qu'il y ait une Nash et des De Giorgi en même temps, ça aurait dû accroître la fête, rendre les choses encore plus extraordinaires, encore plus palpitantes. C'est très navrant qu'il y ait eu ce jugement, que Nash ait vécu ça de manière aussi terrible. Alors, peut-être...
peut-être tu pourrais préciser justement cette question de priorité. Comment ça se joue? Dans un cas comme ça, est-ce qu'on dit voilà, c'est De Giorgi qui a publié en premier, donc c'est lui qui a gagné, ou est-ce que le jugement se passe différemment? Je pense que dans ce cas-là, bon, c'est De Giorgi qui a publié en premier, c'est vrai, et Nash lui a reconnu l'antériorité. Cependant, d'abord, il y a une question de bonne foi. Nash a démontré son résultat sans avoir connaissance du théorème précédent de De Giorgi. Il croyait vraiment être le premier à le faire. Il y a une question de méthode différente, comme je le disais, et puis c'est presque au même moment. Pour les mathématiciens, on a l'habitude de dire qu'ils l'ont démontré en même temps. Le fait que De Giorgi l'a publié un an avant, peu importe. Tout le monde dit le théorème de De Giorgi-Nash ou Nash-De Giorgi. Souvent, on ajoute Moser aussi. Moser arrive ensuite en proposant une démonstration simplifiée qui utilise à la fois certains bons côtés de la preuve de Giorgi et de la preuve de Nash. Et souvent, on retient cette preuve de Moser. Bon, là, je caricature un petit peu. Quelle a été l'influence de Nirenberg sur Nash? Parce qu'il y a un principe de maximum, je crois, qui est utilisé par les deux. Alors, est-ce que Nirenberg aurait eu une certaine action auprès de Nash? Nirenberg, c'est dur à dire, mais on ne retrouve pas tellement, pour autant que je puisse voir, des idées de Nirenberg dans l'article de Nash. Nirenberg, c'est un des grands analystes, des grands spécialistes d'équations dérivées partielles du siècle, un des plus célèbres qui ait eu, en particulier qui a non seulement travaillé sur les problèmes d'analyse, mais aussi sur les problèmes de géométrie, pareil, un peu dans le même esprit. Mais influence directe de Nirenberg sur Nash, dur à dire. Alors, évidemment, cet article a été élaboré avec une discussion étroite, semaine après semaine, de Nash par Nirenberg. Peut-être qu'à la fin, Nirenberg a donné des idées sans le savoir, on ne sait pas. Très dur à dire. Il faudrait une analyse très fine des idées des uns et des autres. Et puis, il y a des idées qui sont dans l'air aussi, c'est dur à dire, des fois, à qui revient l'idée. En première approximation, en tout cas, la preuve de Nash est vraiment originale. Est-ce qu'il y a une analogie à trouver entre les méthodes utilisées par Nash en théorie des jeux et les méthodes utilisées dans les équations aux dérivées partielles, par exemple l'usage de l'entropie? En gros, aucune. En gros, aucune méthode, aucun point commun entre ce travail sur la théorie des jeux et ce travail sur l'équation aux dérivées partielles. Et l'entropie ne sert pas dans la théorie des jeux, en tout cas dans la version de base. Après, on peut remettre de l'entropie par-dessus, mais dans la version que démontre Nash, il n'est pas question d'entropie. Les outils sont différents. Les outils, dans ton travail en théorie des jeux, les outils sont vraiment très simples. Les outils sont déjà connus. C'est le théorème des points fixes, tel qu'on le pratiquait déjà longtemps avant. Là où Nash a été vraiment innovant, c'est de définir le bon concept d'équilibre, le concept d'équilibre de Nash, qui a eu un succès phénoménal, qui a été repris par tout le monde, et on s'est aperçu que ça marchait bien, non seulement en théorie des jeux et comportement, mais encore mieux en biologie des populations, par exemple. Quand on a beaucoup d'agents qui cherchent à maximiser leurs profits, si l'on veut, et sans tenir compte vraiment des stratégies des uns des autres. Un procédé un peu automatique, comme on a dans la situation d'évolution. Ça a été un succès considérable. La bonne définition, c'est ça le grand apport de Nash pour la théorie des jeux, c'est ça qui lui a valu le prix Nobel, on peut dire. Il a trouvé le bon concept. Après, les outils étaient franchement simples. La démonstration de son théorème de base d'existence d'équilibre en théorie des jeux, c'est une page. En la première approximation, c'est un travail complètement différent. Et d'ailleurs, quand on parle du prix Nobel pour Nash, les anciens collègues qui se souviennent de lui se disent quoi? Mais non, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas pour ça qu'il faut récompenser Nash. Il a fait ça quand il était jeune. C'est un petit essai, ce truc de théorie des jeux. C'est pas très intéressant. C'était une réflexion qu'on pouvait entendre de beaucoup. Évidemment, on sait que c'est intéressant d'un autre point de vue. Pas pour les outils qui sont introduits, mais pour le concept. On a fêté le bicentenaire de Joseph Liouville l'année dernière. Et dans l'article sur le problème de Sturm-Liouville, il me semble que Liouville travaille pas mal sur l'équation de la chaleur. Est-ce que du côté de Nash, ou plutôt du côté de Nash d'ailleurs, je pense, est-ce qu'il y a une inspiration de ces méthodes ou est-ce que
c'est quelque chose de totalement différent. Quelque chose de totalement différent, oui. Les méthodes de Liouville, les méthodes d'avant qu'on connaissait bien, c'était des méthodes limitées à la dimension 1 et la dimension 2. Et donc en particulier, enfin, les travaux dans Sturm-Liouville, la théorie classique, c'est dimension 1, juste la barre de métal. Après, quand on passe à la plaque de métal, la dimension 2, les choses deviennent nettement plus compliquées. Mais là encore, il y a des méthodes spécifiques basées sur analyse complexe, le plan complexe, qui permettait de résoudre ce problème. Mais dès qu'on allait en dimension supérieure, 3 ou autre, il n'y avait aucune approche, dimension 3. Et c'est là qu'il y avait besoin de méthodes radicalement nouvelles. Et c'est là qu'arrive Nash. Nash utilise une méthode qui marche en toute dimension. Et en gros, c'est la bonne méthode au sens où ce n'est pas une méthode qui dépend du fait qu'on soit dans le plan complexe ou qui dépend vraiment du fait qu'on soit sur une corde. C'est une méthode très générale. Et c'est pour ça qu'on considère qu'il a vraiment résolu le problème. Là encore, l'inspiration, l'influence de Liouville sur Nash est essentiellement négligeable. C'est vraiment quelque chose de nouveau par rapport à ce qui se faisait. Bicentenaire, oui. Il y a le bicentenaire de l'an prochain, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Les 200 ans. Les 200 ans de Galois, de la naissance de Galois, de la mort de Galois, je dis n'importe quoi. Mais... La naissance de Galois l'an prochain, oui, en 2011. Dans ces travaux sur les équations aux dérivées partielles, les équations aux dérivées partielles sont utilisées dans toutes sortes de secteurs de la physique ou des sciences de l'ingénieur, effectivement, et là on a besoin de résultats numériques. Est-ce que les travaux théoriques du type de ceux dont tu as parlé sont pertinents, sont utiles pour ces travaux numériques, ou est-ce qu'on pourrait s'en passer complètement ? Ils sont extrêmement pertinents, c'est la première remarque. Du point de vue numérique, ils sont extrêmement pertinents, même si ça n'apparaît pas forcément tout de suite. D'abord, le fait d'avoir des informations sur la solution vous donne des indications sur la façon de la rechercher numériquement. Rien que savoir que la solution est continue, c'est une indication importante. Ça vous montre que vous n'avez pas besoin de raffiner votre maillage, votre grille de manière exubérante pour retrouver les discontinuités. Rien que ça, c'est important. Et puis même, par exemple, le résultat le plus impossible dont j'ai parlé, c'est ce premier théorème de plongement de Nash et cette histoire de sphère qu'on peut déformer. Vous vous souvenez, la sphère qu'on arrive à déformer de manière... Enfin, vu de la sphère, on ne voit pas la différence, ça conserve la géométrie, mais on arrive quand même, vu de l'extérieur, à le ratatiner et à l'inclure dans quelque chose d'un diamètre aussi petit qu'on veut. Même ce résultat qui semble complètement aberrant, divagation de mathématiciens théoriciens, c'est de plus en plus probable maintenant que c'est un résultat qui va jouer un rôle important dans des problèmes de physique des matériaux, d'élasticité. Quand j'étais justement, c'est quand j'étais au MIT, sur les traces de Nash, si on veut. Quand j'étais au MIT, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un mathématicien appliqué, vraiment appliqué, qui s'occupe de calcul et d'optimisation de formes, qui connaissait par cœur ce théorème de Nash, le théorème du plongement peu lisse, et qui m'expliquait comment ce théorème était lié à des formes qu'il essayait d'observer, des transitions de phase, des articles qu'il était en train d'écrire. Donc la réponse est oui, c'est pertinent, même si ça semble, même la partie qui semble la plus extravagante va finalement avoir de la pertinence. Autre question, commentaire? Merci d'avoir posé la question que j'avais posée. Est-ce que ce que vous venez de dire répond et peut s'appliquer à l'ensemble de la variété d'équations que vous avez présentées tout à l'heure? Merci. Oui. Dans l'ensemble, il y en a qu'on connaît plus ou moins bien. Alors, il faudrait parler en détail de chacune des équations. D'abord, en gros, une équation, une théorie. Une équation, c'est un livre entier. Où est-ce que je l'avais mise? Non, c'est bien après. Ma galerie d'équations dérivées partielles. Voilà. Bon. Il y en a qui sont bien connues, il y en a qui sont très mystérieuses, il y en a sur lesquelles la recherche... Celle-ci, par exemple, équation de Vlasov, comprendre théoriquement comment elle évolue en temps grand, c'est un problème considérable pour comprendre comment évoluent les plasmas ou les gaz. Vous observez les étoiles. Vous vous demandez, les étoiles, ça bouge beaucoup,
Ouais, je pourrais vous montrer un petit film là. Bon, enfin, les étoiles, ça bouge dans tous les sens. Et il y a cette loi de gravitation universelle de Newton qui explique que toutes les étoiles s'attirent, la loi en 1 sur R carré, et ainsi de suite. C'est un bazar considérable quand vous vous rendez compte, quand vous imaginez. Une galaxie, c'est quoi? 10 puissance 12 étoiles peut-être. 10 puissance 12 corps, chacun attirant tous les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Si vous essayez de faire une simulation numérique directe avec 10 puissance 12 particules, aucun espoir. Ça ne marchera jamais. Alors, il faut vous reposer sur des approximations. Les approximations, elles seront gouvernées par cette équation qu'on appelle l'équation de Vlasov-Poisson. Comprendre comment cette équation de Vlasov-Poisson se comporte en temps grand en particulier, c'est un défi pour comprendre la physique sur le long terme, la physique des amas et des galaxies. Ça, c'est un problème sur lequel j'ai travaillé. Et là encore, résultat théorique. Une fois que vous avez bien compris l'équation, le résultat théorique donne des idées sur les résultats numériques. Donc là encore, on travaille en collaboration avec des numériciens. Ici, au centre, vous avez une des équations les moins bien comprises de tout l'ensemble, l'équation d'Einstein de relativité générale. Alors, du point de vue mathématique, rien. Ici, l'équation des ondes. Bien comprendre l'équation des ondes, pareil, les résultats théoriques sont capitaux pour ne pas faire de bêtises dans le schéma d'approximation. Peut-être encore plus pour celle-ci, ça. Équation de mécanique des fluides compressibles. Un bazar, si vous me permettez, considérable. Les inconnus, c'est la densité du fluide, la vitesse du fluide, l'énergie du fluide. Tout ça se mélange. Il y a de la turbulence derrière. Il y a peut-être des discontinuités, peut-être pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, s'il n'y a pas une étude en préalable, une étude mathématique un peu sérieuse de l'équation, il ne faut pas attendre qu'on aura les bonnes méthodes numériques. Donc il y a beaucoup d'exemples célèbres en mécanique des fluides en particulier où les bons schémas numériques ont été obtenus à partir de bonnes études théoriques. Oui, ben justement, les équations qui servent à prédire l'évolution de la température de l'atmosphère, on fait beaucoup de schémas numériques, mais est-ce qu'on a des études théoriques sur ce sujet? Il y en a, mais par rapport à le rapport entre ce qu'on sait et ce qu'on aimerait savoir, c'est bon, ça c'est ce qu'on sait, et ça c'est ce qu'on aimerait savoir. Hein. C'est considérable. J'ai parlé tout à l'heure de la phrase de Nash, on sait très peu de choses sur un fluide conducteur de chaleur et visqueux, c'est toujours vrai, on sait quasiment rien. On sait, on peut même dire que l'équation de Schrödinger de mécanique quantique, on la comprend infiniment mieux que l'équation de mécanique des fluides qui décrit le mouvement, les variations de température et de densité dans l'atmosphère. C'est phénoménal les équations de mécanique des fluides, c'est à pleurer. Alors c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience quand on d'un point de vue physique théorique, on a l'impression souvent, et c'est même un défaut de présentation, une fois qu'on a trouvé l'équation, on a résolu le problème. C'est quelque chose qu'on pourrait penser, c'est pas vrai du tout. Ces équations, on les connaît depuis le 19e siècle. L'équation de l'air, même, on la connaît depuis 1755. On sait presque rien là-dessus. On sait des choses, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on aimerait savoir. Ça, c'est des défis considérables. Il y a $1 million pour vous si vous arrivez à démontrer que la solution de l'équation de Navier-Stokes incompressible à densité constante et régulière. Mais ça, c'est du compressible et il y a une équation de température en plus, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on ne sait rien du tout. C'est combien de millions de dollars? C'est pas mis à prix. Bon, alors, c'est dur à dire aussi. C'est tellement compliqué que moins de gens ont cherché. Des fois, la complexité, c'est un repoussoir. Alors qu'un problème extrêmement simple peut être beaucoup plus difficile. Si ça se trouve, cette équation-là, elle n'est pas si compliquée que l'équation en millions de dollars. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est plus pertinente. Plus compliquée à écrire, plus complète, plus pertinente. Ça, c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce qui fait la force d'un théorème mathématique? Qu'est-ce qui fait la force d'un théorème mathématique? Ça dépend de l'œil du lecteur. La beauté est dans l'œil du lecteur, comme on dit, c'est la force aussi. Ce qui fait la force, c'est un compromis, une combinaison de différents facteurs. Et selon les personnes, on va être sensible à plus ou moins un facteur ou un autre. Quelque chose qui est important, c'est le fait qu'une théorie puisse s'appliquer. Ce qui fait à beaucoup de problèmes. Mais pour un analyste, encore plus important, c'est la méthode. Si on résout un problème mathématique avec une belle méthode qui va pouvoir s'appliquer à d'autres problèmes, alors le résultat est fort. Ce qui est important ensuite, c'est la beauté
du théorème, pour quelqu'un qui le regarde, pour un mathématicien, c'est, en première approximation, c'est l'essentiel. Ce à quoi il est le plus sensible d'abord, c'est est-ce que ce théorème est beau? Et beau, ça va vouloir dire quoi? Pêle-mêle, inattendu, quelque chose qu'on peut suivre, disons qu'il y a un grand plan d'ensemble et puis une intensité locale dans chaque chapitre, comme un roman. Il y a un grand scénario d'ensemble. Et puis, en chaque chapitre, il y a des intrigues avec des rebondissements. Là, c'est pareil. Un beau résultat mathématique, il doit y avoir un grand plan d'ensemble, et puis des rebondissements, des difficultés à résoudre ci et là. Si le résultat est facile, on s'en fiche. Il faut qu'il soit difficile. Comme à la fin du roman, si le héros coule une vie paisible tout du long, peu importe. Il faut qu'il ait résolu des grandes difficultés pour qu'on soit heureux. Là, c'est pareil. Théorème mathématique, pour qu'on considère qu'il soit fort, il faut qu'on ait eu à résoudre des grandes difficultés et qu'on ait introduit quelque chose d'original. Et l'inventivité, la créativité de l'auteur du théorème, c'est ça qui va jouer le plus. C'est ça qui fait la différence entre un très bon travail et un travail exceptionnel. C'est la dose de créativité qu'il y a eu entre les deux. Qu'on a introduit une méthode inattendue, quelque chose comme ici, Nash introduit l'entropie dans ce problème de continuité. Qui aurait parié qu'il y avait un lien entre les deux ? Là, ça, c'est quelque chose qui frappe. Voilà. Là, c'est un des éléments qui font que c'est un fort résultat. Voilà. On pourrait continuer comme ça. Alors après, c'est subjectif, ça dépend des gens. Il y a ici aussi. Et il y a là-bas. Bonsoir. Sur quoi Nash s'est-il travaillé dans les années 90 ? Dans les années 90, Nash s'intéressait à des questions de relativité générale, mais au moment où il a obtenu le prix Nobel, il n'était pas en train de réaliser des parties majeures de son œuvre, toujours pas. Les théorèmes Nash, après cette période donc quand je disais, il y a eu cet article dont j'ai parlé, puis il est sombré dans la folie, il y a eu quelques rémissions. Il s'est intéressé encore à des théorèmes de plongement. Il a parlé du théorème de plongement analytique dont je n'ai pas parlé. Un autre résultat qui a été publié par d'autres en bonne collaboration. Puis il ressombré dans la folie. En 1990, vers 1990, quand il a été guéri, il s'est remis à travailler, mais c'était beaucoup plus dur. Dans son autobiographie, où il parle pour le prix Nobel, il dit qu'il a espoir d'obtenir de nouveaux résultats significatifs. Bon. Les espoirs n'ont pas été vraiment accomplis. Ce qu'il a obtenu n'était pas vraiment une percée. Mais, disons, c'était son intérêt, la relativité générale. Au moment vraiment où il a chaviré dans la folie, il travaillait sur les fondements de la mécanique quantique, d'une part, sujet qui attire les problèmes, et puis l'hypothèse de Riemann. Le problème le plus célèbre de toutes les mathématiques, le problème ouvert le plus célèbre de toutes les mathématiques s'appelle l'hypothèse de Riemann. C'est un problème d'énoncé simple, monstrueusement difficile. Des générations de mathématiciens se sont cassés les dents dessus. Que je sache, personne n'essaye vraiment de le démontrer en ce moment, c'est tellement dur. Donc Nash s'était dit, je vais m'attaquer à ça maintenant. Bon, et puis... L'hypothèse de Riemann, si j'avais un tableau noir, je pourrais vous l'écrire. L'hypothèse de Riemann, en tout cas, porte sur ce qu'on appelle fonction de Riemann. C'est une façon on fait la somme de tous les entiers à une certaine puissance. Par exemple, 1 plus 1 plus 1 quart, plus 1 neuvième, plus 1 16e, la somme de tous les inverses des carrés, ça c'est des états de 2. 1 sur 1, plus 1 sur 2 au cube, plus 1 sur 3 au cube, etc. C'est des fonctions d'état de 3. Ici, dans la salle, un de nos auditeurs est le fils d'un mathématicien qui est célèbre en particulier pour avoir montré que zeta de 3 est un nombre irrationnel. Une preuve qui a fait sensation. Zeta, c'est une fonction qu'on peut étendre. On peut donner cette fonction que je définis pour les entiers, mais on peut aussi la définir pour n'importe quel nombre réel, disons, je ne sais pas moi, 1,324. Il y a une fonction zeta de 1,324 en utilisant des puissances fractionnaires. Et puis on peut l'étendre au plan complexe, et donc avoir une fonction qui est définie ainsi sur tout le plan complexe. On s'intéresse aux endroits où cette fonction s'annule. Il y a beaucoup de zéros qui sont évidents à trouver, et il y a plein de zéros qui ne sont pas évidents. Et Riemann, qui s'est intéressé à cette question pour des questions de théorie des nombres, a montré, a pensé, a conjecturé que tous les zéros étaient de la forme
1,5 plus i fois quelque chose en notation complexe, l'abscisse est 1,5 et l'ordonnée serait quelque chose d'autre. Donc toutes les zéros sur la droite réelle de partie réelle égale à 1,5. Pourquoi il a fait cette hypothèse? Bonne question. Il y avait pas mal de... C'était connecté à beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de réflexions sur la puissance, le génie de Riemann, l'abstraction, qui arrive comme ça à formuler une hypothèse à partir de rien. Le mythe a un peu volé en éclats quand on a découvert des brouillons de Riemann, longtemps après sa mort, et on s'est aperçu qu'il avait calculé numériquement énormément de zéros, et il s'était rendu compte expérimentalement que beaucoup des zéros avaient une partie réelle égale à 1,5. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, ce problème, hypothèse d'état de Riemann, il est assez simple, je vous l'ai expliqué là en 1 minute, avec un tableau et un peu plus d'explications. En 5 minutes, vous le comprendriez facilement l'énoncé, et c'est le problème de mathématiques le plus célèbre du monde, sans conteste. Oui, excusez-moi, c'est par rapport aux influences des mathématiciens sur Nash, quand il était beaucoup plus jeune, avant de démontrer les théorèmes. Vous avez des noms qui ont pu influencer sa pensée mathématique? Des noms qui ont pu influencer la pensée mathématique de Nash, c'est dur à dire. D'abord, Nash mettait un point d'honneur à tout redémontrer par lui-même. Par exemple, il y a ce célèbre théorème de Gauss qui dit que n'importe quel un polynôme admet toujours un zéro dans le plan complexe, grand théorème de l'algèbre comme on l'appelle. Et Nash, ah non, je ne veux pas voir la preuve, je vais trouver ma propre démonstration. Et il faisait comme ça pour tout. Donc il mettait un point d'honneur à ne pas suivre la ligne des autres. La théorie des jeux, c'est un peu pareil. Il arrive à Princeton et puis il fait sa thèse en théorie des jeux, mais il s'intéressait déjà à ça avant. Alors il prend un directeur de thèse et tout ça, mais ses travaux sont dans la continuité de ce qu'il avait avant. Nash, c'est quelqu'un qui en faisait qu'à sa tête. Il ne voulait surtout pas subir d'influence. Cela étant, quand il était jeune, une lecture qui l'a beaucoup marqué apparemment, c'est les vies des grands mathématiciens. Il y a un ouvrage de référence là-dessus qui s'appelle Men of Mathematics, les hommes des mathématiques peut-être, d'un nommé Bell. Et c'est un ouvrage qui raconte de manière un peu romancée, parfois un peu trop, de manière un peu épique, les vies de beaucoup de mathématiciens. Et apparemment, Nash lisait ça avec délectation. Il était sensible au côté épique de l'aventure mathématique. Je crois qu'on va peut-être s'arrêter là, puisqu'il est l'heure. Il y a eu un débat très vigoureux, donc on va remercier le conférencier à nouveau.